Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel, franco-suisse, et je pars pour vous à la rencontre des acteurs incontournables ou qui peuvent vous être utiles dans la région. Aujourd'hui, Franzine présente un groupe de relocation suisse basé en Romandie qui propose différentes solutions logistiques. C'est Pélichet Group, à travers l'énergie et l'histoire de son directeur international, Régis Serrière, que vous allez entendre. Si vous êtes actif sur LinkedIn ou dans la CCIFS, vous avez forcément déjà vu son nom passer, Régis étant très proactif et tourné vers les rencontres. C'est d'ailleurs ce qui l'amène sur le podcast aujourd'hui et je m'en réjouis. Je le laisse se présenter et comprendre les différentes activités de la société. Bonjour Régis. Bonjour Jenny. Merci beaucoup d'être sur Franzine. Merci à vous, merci de l'invitation. Moi, je suis vraiment ravie. Et puis, ce que j'aimerais d'abord, c'est définir un petit peu votre parcours professionnel, ce qui vous a amené en Suisse, un petit peu de l'historique. Peut-être qu'on peut même commencer par Régis enfant. Régis est avant toute chose, avant la Suisse, c'est un Alsacien. C'est quelqu'un qui a, je dirais, des origines et des racines très fortes. Je dirais l'Alsace porte des valeurs qui se croisent assez avec la Suisse. Un petit bout d'école, un petit bout de BTS entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et la vie professionnelle m'a rattrapé assez rapidement en me faisant démarrer un petit bout sur l'Alsace, après un gros bout sur l'Allemagne. Et le gros bout, il est en train de se faire rattraper par le gros bout de la Suisse. D'accord, donc vraiment dans la région. Alors dans la région, je dirais, moi qui suis maintenant sur le secteur strasbourgeois, ma vie aujourd'hui, elle est pleinement sur le secteur de Genève, mais elle est passée à travers, si on parle des cantons suisses, on va parler de Zurich, on va parler de Bâle, on va parler du Jura, mais cette période-là me fait vadrouiller sur l'ensemble de la Suisse et bien sûr à l'international. Donc beaucoup de mobilité, ça va aussi avec le groupe Pélichet en plus. Oui, tout à fait. Et comment s'est faite votre entrée dans le monde professionnel ? Alors, monde professionnel, dans ces années-là, pour pas mettre un gros coup de vue en arrière, dans les années 80, on était sur une grosse orientation qui était l'informatique. Pour moi, qui était un pro informatique, je me suis retrouvé à me dire, il me faut un ordinateur, il faut qu'un jour je sois avec un ordinateur sous le bras, sans penser que ça allait effectivement devenir mon bureau du quotidien aujourd'hui. J'ai démarré effectivement avec un ordinateur, mais non pas dans le monde de l'informatique, mais dans le monde du transport et de la logistique internationale sur Mulhouse. J'ai eu la chance de tomber sur un directeur d'agence qui a cru en moi et qui m'a permis d'apprendre le monde du transport et de la logistique, qui, quelques années plus tard, m'a fait traverser la frontière de l'autre côté du Rhin. D'accord, très intéressant. Et tu dirais que cette personne a cru en toi pour tes qualités, cette énergie-là que tu dégages, d'aller vers les autres ? Je pense que dans ces années-là, il y avait un petit peu d'arrogance de jeunesse qui faisait je veux mon ordinateur, donc donnez-moi un ordinateur et je vais vous faire votre grille-pain qui va avec ou vous trouvez le super software qui va avec. Mais il s'est passé aisément que j'ai accroché à un métier, celui du transport international, qui a beaucoup évolué par rapport aux années d'aujourd'hui, qui m'a permis d'apprendre et de me remettre un petit peu à la place que je suis aujourd'hui, ou celle qui m'a amené à celle que je suis aujourd'hui, d'apprendre étape par étape, puisque pour ramener une petite information à tous, dans ces périodes-là, on avait encore des frontières entre la France et les autres pays. On n'était pas encore dans cette grande Europe. Donc il y avait un apprentissage qui était différent d'un point de vue route, maritime et aérien à celui d'aujourd'hui. Justement, votre opportunité pour vous expatrier, vous l'avez vu comment ? Alors il s'est passé que en étant sur Strasbourg, le pays voisin, il est à moins de 3 km. Donc, au début, comme je parlais un petit peu de cet effet de jeunesse, on croisait la frontière des deux côtés assez aisément, quoi. Que ce soit pour aller visiter, que ce soit pour aller fêter, que ce soit pour aller célébrer, ça allait dans les deux sens. Donc, le mélange français-allemand se passait très aisément, qu'on ait la langue ou qu'on l'ait pas. Donc, c'est une demi-expatriation puisque je me retrouvais à revenir sur mon domicile chaque soir. À partir de 95, je me suis retrouvé dans la situation où j'ai voulu travailler à plein temps sur l'Allemagne. Et de là, tout en gardant bien sûr le pied-à-terre en Alsace, il s'est passé que j'ai commencé à voyager et à commencer à utiliser, on va dire, mes prestations de services clients et aller à l'autre bout de l'Allemagne, à commencer
côtoyer d'autres frontières, la Tchéquie, la Pologne, la Slovaquie, etc., etc. Et ce qui a amené à envie d'aller encore plus loin. Une fois qu'on a commencé à faire les premiers 400 et les premiers 500 km, alors on s'est dit... jusqu'où si d'un point de vue professionnel, je ne veux pas dire, d'un point de vue kilométrage, j'ai fait plusieurs fois effectivement le tour de la planète, mais il y a des pieds-à-terre qui sont toujours très, très tentants, que ce soit professionnellement ou que ce soit d'un point de vue voyage personnel. Mais je veux dire, quand on voyage professionnellement, qu'on découvre des lieux comme la Nouvelle-Zélande, quand on découvre l'Australie, quand on découvre la Corée, quand on découvre des pays émergents dans ces années-là, quand je pense aux pays de l'Est, à un moment, on a envie de le partager avec les collaborateurs, et on avait bien sûr, au moment où la famille grandit, envie d'emmener la famille là-bas. Et tout ça, c'était pour quelle société ? Alors, ça a été plusieurs sociétés du top 10 du transport et de la logistique mondiale. Au tout départ, sur la société française, c'était la société Alouin. Et je remercie Monsieur Alouin s'il profite de ce podcast. Avec un gros coup de cœur pour la société d'Anzas, donc du côté allemand. Avec là un énorme coup de cœur parce que là, il y a une grande histoire puisque mon arrivée en Allemagne s'est passée avec un niveau d'allemand qui devait être relativement minable, je pense, et je pense que le chef d'agence que je félicite, que je remercie encore 100 fois d'avoir cru en moi à ce moment-là. J'ai fait 13 ans dans cette très belle société qui a été rachetée par la Deutsche Post et qui est devenue le DHL qu'on connaît maintenant tous aujourd'hui. D'accord. Et d'autres sociétés dont la société danoise DSV où là j'avais une double casquette à l'Europe et un petit bout sur la direction générale au Danemark. Bon, c'est encourageant de savoir qu'on peut apprendre l'allemand adulte, parce que maintenant, tu es bilingue. Même tri, puisque voilà. je dirais le français, l'allemand et l'anglais sont mon quotidien, avec quelques notions également maintenant d'italien et d'espagnol. Mais je dirais, on peut croire qu'aujourd'hui, que ce soit l'e-learning, que ce soit des professeurs à côté et autres, le meilleur bain reste le bain immergé. Et quand on n'a pas le choix, que ce soit pour commander sa bière ou pour répondre à un client, la force de l'exercice se fait de lui-même. Absolument, la nécessité, je suis assez d'accord. Et donc, la venue en Suisse ? La venue en Suisse, c'est en fin de compte... Il semblerait que dans ce monde du transport et la logistique internationale, j'ai eu la chance de faire du bon travail. Et un jour, il y a une société française, la société GEFCO, on va dire franco-russe à cette période-là, est venue me recruter d'Allemagne pour venir en Suisse, pour prendre la direction du commerce et du marketing de toute la Suisse. Et on a eu de très très beaux échanges jusqu'en début 2019. Où une autre société du top 10 mondial, la société Agility, m'a recruté également pour prendre la direction du commerce Europe, etc., etc. Covid a un peu bousculé un peu toutes les choses, et à partir de 2021, il y a un très très gros projet de direction internationale donc chez Pélichet, qui est un des leaders en Suisse du déménagement, du transfert de bureaux et de sites industriels et d'archivage physique et numérique, mais je pense qu'on va y revenir. Oui, absolument. Justement, on va se concentrer maintenant sur Pélichet, et en fin de podcast, on va revenir un petit peu sur ton historique. Voilà, on va faire comme ça. Et donc, oui, Pélichet, c'est une longue histoire d'entreprise. Donc, peut-être que tu peux nous en parler. Tu m'as dit que c'est un groupe qui a été fondé il y a 130 ans déjà. Alors, on est dans la 131e année, puisqu'on a fêté l'anniversaire des 130 ans l'année dernière. Alors, effectivement, une très, très belle entreprise suisse. La société a vécu pendant 5 générations d'un point de vue du groupe familial. La société a été rachetée en 2011-2012 par le groupe Mobilitas. Et on se retrouve maintenant, à travers ce groupe-là, d'être présent dans plus d'une centaine de pays, avec 338 filiales dans le monde, à travers, donc je disais, le core business qui est effectivement le déménagement de privé ou le déménagement en B2B, mais également les transferts de bureaux, les transferts de sites industriels et l'archivage physique et numérique. Donc j'imagine que le groupe Pélichet est passé par plusieurs modernisations, puisque fin du 19e siècle en Suisse, c'était pas aussi développé que dans d'autres pays même. Donc comment cette institution a opéré sa modernisation, s'est adaptée aux nouvelles pratiques pour rester concurrentielle ?
Je pense qu'il y a la chance de tomber sur des personnes qui ont vu l'avenir, alors pas forcément l'effet de la boule de cristal, mais qui ont été largement innovants, parce que quand on parle effectivement de 1891, on en est encore à la charrette, mais derrière, de prendre les camions et de les transformer en version minibus pour le week-end, pour promener les gens, c'était déjà quelque chose d'innovant. Après, on arrive d'être là sur la bonne opportunité quand, dans les années bouleversées de la Deuxième Guerre, de prêter les camions à la Croix-Rouge, ce qui amène un premier partenariat avec un organisme international. Derrière, d'être présent avec la Société des Nations, de faire le déménagement de la Société des Nations vers l'ONU qu'on connaît aujourd'hui. Arriver dans les années 70, d'être prêt à aller faire le pas à l'international, mais d'aller jusqu'en Asie, d'ouvrir des filiales en Asie, c'est quelque chose d'innovant pour ces années-là. Et étape par étape, et j'irai jusqu'à la situation d'aujourd'hui, je veux dire, de prendre des gens d'univers différents, c'est-à-dire d'avoir un CEO qui vient du monde de la prestation de luxe avec une vision de la prestation de service, de prendre un directeur international qui vient de la supply chain, de prendre des gens et de monter, je dirais, toute une équipe avec une vision, avec des envies et avec des moyens, ça amène quelque chose encore d'innovant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les nouveaux clients qui sont rentrés, on voit les nouvelles étapes et on est maintenant sur l'étape même suivante d'ouverture des prochaines filiales. Je voudrais justement parler de cette équipe que vous mentionnez. J'imagine que vous avez quand même un assez grand nombre d'employés. Moi, j'en ai pas idée, mais voilà, au niveau du management. Alors, si je prends l'ensemble de Péliché Suisse, on frise la 60aine de personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 3 corps de métier que je citais tout à l'heure, on se retrouve à avoir des pics de saison. Donc le pic de saison est habituellement de début mai jusqu'à courant octobre. Mais on passe vraiment de 0 à 100, presque plus rapide que la Tesla, et on arrive à doubler le nombre d'employés sur cette période forte. Donc on est soutenu par des partenaires et des sous-traitants qu'on a sous contrat chez nous, qui eux montent en même temps que nous. Et après, on utilise de l'intérim qualifié pour arriver à couvrir l'ensemble des demandes de cette période. D'accord. Donc c'est parce que c'est la période où les gens déménagent. Sur la version privée, on a effectivement beaucoup de déménagements où les gens profitent de leurs vacances en se disant maintenant, on s'était programmé ça 3 mois avant, on se dit on va déménager en juillet. Donc là, il y a une grosse partie sur le B2C. Le B2B a aussi son effet de renouvellement entre les expatriés qui partent pour 2 ans, 3 ans. De nouveau, Covid a un peu bousculé la donne. Mais on a, dans cette partie B2B, on a une grosse partie des organismes internationaux. C'est-à-dire qu'on déplace à la fois les ambassades, les missions permanentes et l'ensemble des ONG qui nous demandent aussi à ces périodes-là de déplacer des petites ou des grandes quantités. Et je reviens, que ce soit les personnes ou que ce soit leur bureau. Au niveau du management, dans le podcast, les gens que j'ai invités m'ont souvent dit qu'il y a certaines particularités suisses. Alors, je vais vous les dire et je vais te les dire, pardon, et tu vas pouvoir confirmer. Alors, en Suisse, on mise sur l'humain en récompensant cet humain, cet individu qu'on a, en le faisant progresser. Ça, c'est le premier point. Alors oui, à la fois dans les valeurs de confiance et à la fois dans les valeurs d'engagement. La progression, en fin de compte, on veut fidéliser les gens. C'est-à-dire qu'on les forme à les tirer par le haut et de grandir ensemble. Parce qu'une fois que le travail est fait au mieux au niveau de la base, ça aide au management de développer l'ensemble de l'entreprise. Je fais une petite parenthèse avec un exemple assez concret. Aujourd'hui, un déménageur, ce n'est plus un déménageur comme on peut l'imaginer en version d'Épinal avec un petit t-shirt et des gros bras, quoi. Aujourd'hui, on a des gens qui sont vraiment câblés, qui ont besoin d'une vraie technique. On a des façons de porter, on a du matériel. Je veux dire, on lève pas un piano d'une certaine façon et on déplace pas un coffre-fort de 300 kilos version Schwarzenegger. Donc derrière, ces gens-là, ils ont à la fois une vraie technicité et derrière une vraie représentation. Quand ces gens-là viennent à être nos collaborateurs, sont chez les clients, il y a maintenant un besoin de confidentialité, il y a un besoin de représentation et il y a un besoin de service. On est là dans chaque déménagement, pour rester vraiment sur ce métier-là, est vraiment à la carte, il est vraiment dédié. Non, c'est vraiment haut de gamme alors, c'est pas ce que j'ai connu.
Bon, le deuxième point du travail en Suisse, c'est qu'on encourage tout le monde au niveau du management à travailler vraiment pour le succès de l'entreprise. Tout le monde a le même but, de la tirer, de la représenter. Alors c'est juste, c'est tout à fait juste. Après, c'est le rôle du management d'être à la fois cette cohésion pour l'ensemble de l'entreprise. C'est tellement difficile avec tous les raisons et toutes les personnes de trouver le bon programme ou le bon algorithme pour que tout le monde vienne avec le tatouage en se disant « je suis de cette entreprise-là ». Et c'est ça, en fin de compte, cette alchimie du manager pour trouver le bon dosage pour que l'ensemble soit tiré vers le haut. Ouais, vraiment, c'est le plus dur, je crois, l'humain. Et le troisième point, c'est la flexibilité justement des embauches, des sorties de poste, voilà, de l'intérim. Alors la flexibilité, oui. Après, elle est à double tranchant. Moi qui était vraiment sur des zones frontalières, que ce soit à Bâle, avec le côté de la belle Alsace d'un côté, avec le côté genevois, avec la Savoie, la Haute-Savoie, le Pays de Gex et autres, on comprend qu'il peut y avoir un certain appel d'air à venir sur le territoire suisse. Maintenant, cette compréhension de l'employé, de savoir qu'il vient sur le territoire suisse, c'est pas simplement de se dire j'ai l'image d'Épinal de la Suisse et je vais en avoir tous les avantages. Non, il y a un vrai engagement et cet engagement reprend un peu les deux valeurs qu'on citait juste avant et de se dire attention, tu viens pour un travail, tu le fais dans l'esprit avec l'ensemble de l'équipe, tu es tiré par le haut, tu as une vue de carrière derrière, ne viens pas juste pour consommer. Viens être un acteur de ce développement tous ensemble. Oui, c'est très juste. Merci de l'avoir souligné. Mais justement, tu parlais des frontaliers. Oui. Et j'imagine que vous, qui êtes basé quand même à Genève, du coup, au niveau de la mobilité, des services que vous proposez, il y a vraiment, vous avez vraiment poussé cette idée du marché frontalier. Alors, on profite effectivement du marché frontalier, non pas pour une histoire de finances et autres. On est vraiment sur le marché frontalier par le biais de l'expertise. Aujourd'hui, et je le répète, les collaborateurs ne sont pas simplement que des jolis hommes bodybuildés et des femmes qu'on aurait mis derrière l'ordinateur. Voilà, toutes ces images un petit peu restreintes. Non, je suis totalement à l'encontre de ça. On se retrouve dans une situation où on a cherché les meilleurs pour avoir cette montée en puissance de cette société-là, pour savoir que l'étape suivante va être d'autres filiales, d'autres marchés, d'autres clients, pour qu'on ait vraiment les personnes les plus adaptées et les plus dédiées, je dirais, pour notre clientèle. Et pour en revenir à cette expertise, justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'éventail de services, aussi bien des sociétés qu'à des personnes privées, on en a un peu parlé, que propose Pélichet ? Aujourd'hui, les solutions de Pélichet vont bien sûr sur les métiers qu'on a cités, mais on va au plus loin de l'expertise. Je vais donner plusieurs exemples. Dans le B2C, on peut avoir la version classique de j'ai besoin de déménager mon lit, 3 cartons. Je dirais c'est la version standard, c'est la version même version économique, comme l'étudiant aurait besoin de déplacer ces 3 éléments. Voilà. Après, on a la version qui est peut-être un petit peu plus premium, c'est-à-dire qu'on vient à dire au client, vous pouvez avoir le all-in, c'est-à-dire on peut venir chez vous, on peut tout vous emballer sur carton, on peut vous mettre des personnes dédiées sur les affaires qu'il faut qu'on vous range, que ce soit les objets précieux, que ce soit peut-être tout ce qui est sous-vêtements madame, avec une dame de chez nous attitrée à cet emballage. Voilà, toutes ces gammes-là, de se dire, on vient récupérer les voitures premium, c'est pris d'une certaine façon par une équipe également dédiée. Il y a tout un catalogue de possibilités qui vont jusqu'à se dédier ou ce all-in, comme je l'ai dit au départ. Ça, je dirais, c'est plus dans une idée B2C. Dans la version B2B, on est à peu près sur la même idée. C'est-à-dire que l'entreprise qui envoie ou qui fait revenir son expatrié, on est dans la même approche, de se dire on va venir chez vous, que ce soit en version physique ou que ce soit en version numérique, établir un cubage. Vous avez telle et telle armoire, tant et tant de marchandises et autres, et de cette partie-là, c'est vous qui allez définir. Est-ce que c'est vous qui allez vouloir le mettre en carton ? Est-ce que c'est nous qui allons le faire ? Est-ce que vous voulez quelque chose de plus sécurisé, etc., etc. Est-ce que vous voulez que ça aille plus vite en aérien ? Est-ce que vous le voulez en maritime ?
le champ des possibles est totalement ouvert et je dirais c'est le grand catalogue et au choix et à la décision du client. Et en plus, la grande difficulté avec la Suisse, c'est quand même toutes les démarches administratives, les douanes. Ouais, tout à fait. Alors, dans cette partie-là, on aide et on soutient nos clients par le fait de la veille administrative régulière. On vient avec les nouvelles données en leur disant attention, ce que vous aviez fait il y a 3 ans, aujourd'hui on n'a plus le droit. Attention, telle et telle marchandise, vous ne pourrez pas l'emmener. Attention, telle et telle marchandise, ça va être déclaré de telle et telle façon. Donc tout ça, on les soutient, on les aide et ça vient dans cette idée je vais parler de relocation, où certains clients nous demandent de dire vous avez tout clé en main. Vous me trouvez un appart, vous me trouvez une maison, vous me trouvez l'école pour les enfants, vous me trouvez la voiture qui va bien, etc. Tout ça, vous avez clé en main. Voilà. Après, c'est des projets qui ne se font pas du jour au lendemain. Il y a quand même un travail de fond dessus, mais on va, je redis, de l'exemple du matelas et des 2 cartons jusqu'à l'autre bout du monde avec le grand luxe, merci Jenny, en tout dédié. C'est drôle, on est dans une société qui veut tout dématérialiser, mais finalement on est très très occupé par le matériel. Et justement, si on peut être aidé dans ces grands moments-là de changement de carrière, où la personne doit quand même se concentrer sur son nouveau poste et pas sur où je mets tel meuble, donc ça peut être vraiment... Et au niveau... Je voudrais juste rajouter, il y a un point qu'on n'a pas encore échangé dans cette partie-là, c'est qu'en fin de compte, le déménagement n'est pas de la logistique. Alors oui, mais en fin de compte, si vous ramenez ça à vous, on va rentrer dans votre intimité. On va venir déplacer vos affaires, pas simplement du mobilier et autres. On va commencer à rentrer, je vais prendre les classiques, ce qu'on entend en disant protégez-moi les albums photos, attention, ça c'est les habits de mon gamin quand il avait 5 ans, aujourd'hui il en a 17, protégez-moi ça. On rentre dans une intimité, donc plus une confidentialité qui va avec. Et tout ça, ça reste, je redis, pas de la vraie logistique. On en est sur du dédié, on en est sur quelque chose vraiment adapté à la demande du client, parce qu'on devient, je ne dirais pas client-fournisseur, on devient quasiment partenaire. Et au niveau de nos données, justement, si une société veut déménager, qu'en est-il de ces données? Est-ce que vous pouvez aussi l'aider? On parlait de dématérialiser. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, alors je vais sur le 3e métier, qui est le métier de l'archivage physique et numérique. L'archivage physique, la législation nous demande de garder les documents pendant 10 ans. Et je dirais que Covid nous a un petit peu aidés sur ce coup-là. Je vais m'expliquer, c'est que pendant cette période, que ce soit 2020 ou 2021, ces petites périodes de confinement, on a beaucoup d'entreprises qui sont venues vers nous en disant « Écoutez, j'ai 50, 60, 90 palettes qui sont chez moi, il me faut de la place. J'ai besoin d'élargir la place des bureaux, on doit se tenir à la législation avec les distances. Sortez-moi les archives, est-ce que vous pouvez les prendre chez vous ?» Donc, si les archives, je dirais, sont structurées et ordonnées, aucun problème. Donc, on prend, on va dire, la palette de janvier 2010, on la remet avec chez nous dans un rack spécial, codifié, code barre et autres. Et à la demande du client, quand il a besoin de la facture de l'électricité ou d'une facture spécifique qui est demandée peut-être par la Confédération, on est en mesure de lui redonner. Ça, c'est la partie, je dirais, physique. Et j'ai dit encore structurée. Si on a certains clients qui sont sur leur archivage, qui sont non structurés, à ce moment-là, nous, on a des équipes qui réaménagent et qui retrient et qui rangent étape par étape, qui reprennent le janvier 2010 avec le janvier 2010, les factures d'électricité avec les factures d'électricité, etc. Super, ça fait un peu de travail de fourmi, mais c'est en mesure d'être fait. Et l'étape suivante, effectivement, c'est la numérisation. Donc là, on est équipé pour toute la partie digitale de scanners très professionnels. Le scanner, je n'ai pas l'œil du technicien sous la main, mais je crois que le scanner, la pixelisation minimum est à 70 millions de pixels. Donc on est vraiment sur de la grosse possibilité. Et après, on a la partie stockage, donc cette fameuse facture d'électricité de 2010. Si le client en a besoin, à ce moment-là, il vient la chercher soit sur notre serveur, soit il l'a directement sur son disque à lui, qu'on update d'année en année. Et je termine avec un 3e point, qui est le patrimonial, où aujourd'hui, pour sauvegarder l'histoire, on scannérise, on numérise à la fois du document, à la fois des monuments. Il faut savoir que dans le groupe, on a une société qui s'appelle AGP, qui au moment du drame de Notre-Dame à Paris, a été la société qui a numérisé l'ensemble par drone, l'ensemble de la cathédrale, et qui a permis de remettre les plans pour la préparation de la rénovation.
Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça, de grands groupes, organismes que vous soutenez dans leur stratégie internationale? Oui, on en a plusieurs. Après, il y a un peu une notion de confidentialité, mais il y a des très beaux exemples. Moi, si je dois croiser les deux vies entre la vie de la supply chain et aujourd'hui la vie de la mobilité internationale, et je dirais il y a une société blanche et bleue sportive très connue en France qui est venue s'implanter en Suisse et qui est membre également de la Chambre de commerce. Ah, c'est bon, je l'ai. et avec qui on a fait le développement de tous les shops sur Suisse, et qui aujourd'hui partagent nos solutions, que ce soit dans le déménagement de leurs collaborateurs, dans les déménagements de leurs sites. Donc, oui, ils vont très vite. Hein. Et ils vont très vite. Sur les pistes maintenant. Et ils vont très vite. Et puis voilà, et c'est un vrai plaisir parce que c'est une équipe qui grandit tous les jours. Et puis je profite de les saluer pour ceux qui se reconnaissent. Bon, c'est une belle anecdote, celle-là, parce qu'on en est très fiers quand même. On est content d'avoir nos produits français aussi ici. Exactement. Alors, Régis, donc j'ai dit que Péliché est basé en Romandie quand même. C'est votre origine. Mais donc ici, c'est Zurich. Est-ce que vous pourriez prendre des contrats de toute la Suisse? Est-ce que c'est aussi un projet éventuel de s'installer en Suisse alémanique? Est-ce qu'il y a une offre dans le secteur qui laisserait de la place à Péliché ici, selon toi? Alors tout à fait. Alors déjà Péliché, on va dire Péliché Genève couvre déjà l'ensemble de la Suisse. On le couvre de plusieurs façons et surtout dans cette image de prestation client et de ce côté dédié. C'est-à-dire qu'il y a peu, c'est-à-dire qu'en mai 2021, pour justement rester dans le soutien de nos clients, on s'est rapproché d'eux. On a ouvert sur Orbe, dans le canton de Vaud, pour être au plus proche de la Chaux-de-Fonds et le Locle, pour être au plus près de la branche horlogère avec qui on travaille dans les déplacements de sites industriels. Sur la partie suisse alémanique, qu'elle aille, je dirais, de la frontière autrichienne jusqu'à Berne, on va dire toute cette banane économique, là-dessus on est déjà présent. Mais on est présent à travers nos solutions, de temps en temps nos véhicules, nos hommes, mais aujourd'hui la grosse majorité reste par le biais de certains partenaires. La bonne nouvelle, c'est que d'ici peu, je vais plus teaser avant d'en faire le buzz et de poser des dates, mais d'ici peu, effectivement, je dirais les deux grands aéroports, que ce soit celui de Bâle et de Zurich, devraient retrouver des agences Péliché d'ici peu. Ah, très bien, bienvenue. Je suis ravie, merci de l'annoncer dans le podcast en avant-première. Bon, j'aimerais en venir aussi à la question des douanes qu'on a un peu évoquée. Il y a différentes charges administratives à connaître pour une entreprise. On l'a aussi évoqué avec Émilie et Claire de la CCIFS dans le podcast. Mais en gros, exemple, donc j'ai une société en Belgique, pour pas dire la France, et je souhaite vendre mes produits en Suisse. Alors là, on est sur du bilatéral entre la Belgique et la Suisse. Mm-hmm. Après, pour rester centré sur le sujet de Péliché, ouais. Péliché, on s'en occupe. On travaille avec des transitaires, on travaille avec des logisticiens. Ces gens-là, et pour profiter qu'eux puissent également avoir un podcast vers toi, c'est plus eux qui seront en mesure de donner cette réponse-là. Moi, l'expérience fait que effectivement, je peux répondre dessus, mais je préfère leur laisser la parole à eux, qui sont les vrais acteurs aujourd'hui, les transitaires. Mais ce que je voulais savoir, c'est si je pouvais avoir un ordre d'idée, savoir si c'était accessible aussi aux PME. Alors, au niveau financier. La partie douanière. Oui, voilà. Oui. Alors, la partie douanière, pour se faire aider, je pense que dans chaque société, chez chaque transitaire, chez chaque société du monde du transport et de la logistique, ils ont des collaborateurs qui seront prêts à aider, et je l'espère, prêts à aider l'ensemble des clients. Là où il y a des particularités à voir, comme chaque dossier va être différent, on va parler en quantité de marchandises, on va parler en type de déclaration et autres. Après, ce sera une réponse qui sera adaptée aux besoins du client. Ok, super. Je suis une entreprise française. Je m'installe en Suisse et je dois faire un recrutement, mais je ne connais personne. Est-ce qu'au niveau RH, je peux aussi vous demander, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver pour tel emploi ? Là, je vais ouvrir une porte qui est la force d'un réseau suisse. Aujourd'hui, quand on est une société qui est reconnue, implantée et présente maintenant depuis plus de 130 ans en Suisse, effectivement, on a un réseau qui est fort. L'ensemble de ses collaborateurs portent également un réseau.
Je vais mettre un de nos partenaires qui a toutes ces clés-là, qui est la Chambre de commerce France-Suisse, mais également la CCIG, donc la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Ces gens-là sont des acteurs qui peuvent aider aux implantations, que ce soit pour les franchisés, que ce soit pour les différents RH, pour le recrutement, et puis tous les acteurs qui sont des acteurs de grands noms de l'intérim ou des grands noms que ce soit, si je vais prendre quelques-uns qui sont également à la Chambre de commerce, que ce soit nos amis de chez Proman, que ce soit les amis de chez Manpower, de chez Crit, de chez Adecco, et on pourrait faire le catalogue complet, et tous ceux auxquels je pense également. Derrière, tous ces gens-là ont les clés pour aider. Je reste sur la partie réseau. Aujourd'hui, en version individuelle, il est toujours bien d'avoir un demi-pied de l'autre côté de la frontière et de se dire, tiens, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. La force de la Suisse, cette fidélisation, cet effet de confiance l'un envers l'autre, et d'aider la version locale, feront qu'on trouvera toujours un partenaire, une écoute pour aider à la demande. Je suis vraiment d'accord avec toi. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose sur Péliché, quelque chose qu'on n'aurait pas mentionné ? Parce qu'après, je veux repasser à la partie privée. Non. On a, pour moi, maintenant, ça fait un peu plus d'une année chez Péliché. On a vraiment un bel avenir devant nous. Travail de fond qui est fait par les équipes. Et puis, je profite de les féliciter et de les remercier encore une fois. On l'a fait à travers les actions qu'a fait le CEO, donc Stéphane Dizan, qui ont été faites fin d'année. Je dirais la réussite de cette première année 2021 va en appeler des autres et que des belles. On vous le souhaite. Merci. Alors, au niveau privé, donc tu travailles dans le transport et ta famille qui vit entre plusieurs pays. Un podcast ne suffira pas. Oui, alors pour des raisons, je dirais, d'opportunité. Donc je suis marié, on a 3 belles filles, 15 ans, 12 ans et 8 ans aujourd'hui. On habite bien sûr, comme je l'ai dit depuis le départ, la plus belle région du monde qui est l'Alsace. J'entends qu'il y en a certains qui sourient. Il y a beaucoup de gens de l'Est, d'Alsaciens. Non, on a eu l'opportunité, et grâce à la Chambre de commerce, lors des trophées de la Chambre de commerce, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le directeur de l'école française de Zurich, et on a échangé sur le bilinguisme. L'opportunité de voir qu'il y a certaines écoles qui ont une ouverture à l'international. On s'est retrouvé dans le fait, au moment où notre grande fille devait rentrer au secondaire, d'avoir l'opportunité de pouvoir la rentrer dans ce type d'école. L'école la plus proche du domicile était sur le côté allemand, à 60 km au sud de la maison, et on a pris le pas de mettre notre grande là-bas. En internat? Non. Alors, l'internat était effectivement la première idée, et l'opportunité s'est triplée, puisque l'école nous a proposé de prendre la deuxième au primaire et de prendre la première à la maternelle. Donc, on s'est jeté dans le bain direct en disant oui, go. Et c'est là que le logisticien a démarré, malheureusement ce coup-là en deuxième temps, de se dire comment on va faire pour emmener les filles à l'école tous les matins, comment on va faire. Bon. Donc on a trouvé la solution d'avoir un pied-à-terre sur l'Allemagne, qui permet que les filles aillent à l'école en semaine. Alors maintenant, Freiburg est une ville relativement pratique, safe, qui fait que les filles ont leur autonomie pour aller à l'école. Et derrière, on a madame qui est infirmière, qui est sur France et un petit bout sur Suisse, et moi qui suis la totalité du temps en Suisse. Et pour faciliter encore la logistique, on se retrouve à ce que ces 3 enfants ont des activités fortes encore le week-end, qui fait que quand on se retrouve tous ensemble, que ce soit sur un des 3 pays, on a les activités qui vont avec, entre le ski, le basket et toutes les autres activités. Bon, c'est rassurant, vous vous occupez d'organisation, de gestion, donc on se dit que si au niveau privé ça fonctionne. On arrive à retomber sur nos pieds, oui, effectivement. Est-ce que tu as, Régis, d'autres passions, activités sportives, des choses qui permettent de rester un fonceur, d'avoir un esprit un peu de conquérant, peut-être? Alors, il y a un petit historique qui fait que dans ces années de jeunesse,
J'ai mis le doigt dans l'institution militaire qui a fait que je me suis retrouvé à l'école des parachutistes pendant un moment, et ce qui m'a suivi quasiment dans plus de 30 ans en parallèle de ma vie professionnelle. Donc il y a tout ce monde de la 3D et de la 4D, et je dirais notre amour pour les voyages et pour la montagne, qui fait qu'on a plus de facilité à se retrouver à plus de 3000 mètres à moins 16 degrés que se retrouver sur un banc de sable à plus de 30. Et cet esprit militaire, sportif, ça a aussi beaucoup encouragé ton caractère? Je pense que c'est une histoire d'engagement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement minimum. Je n'ai pas le sentiment qu'on doit ou qu'on sait faire quelque chose qu'à moitié. La mission, elle est donnée et on va au bout de la mission, que ce soit d'une version privée ou que ce soit d'une version professionnelle. Pour revenir sur la version professionnelle, un engagement, et en plus en Suisse, donner à un client en disant « je vais vous trouver la solution », oui, je vais vous trouver la solution. L'idée de persévérance va, je ne dirais pas jusqu'à l'abnégation, mais on va au bout des choses. Donc, le grand couteau suisse pour un Français. Oui, là, je fais un clin d'œil à nos amis de chez Suiza. Donc, le couteau suisse moderne, avec effectivement toutes les solutions, mais on revient dans ce côté d'adaptabilité. Quand on voit qu'un ambassadeur comme Mike Horn a choisi le couteau suisse de chez Suiza, c'est que effectivement, dans l'abnégation, on n'a pas mieux. Oui, voilà, absolument. Alors, quel est ton plus grand succès et aussi peut-être un échec en entreprise, et qu'est-ce qu'on en apprend, qu'est-ce qu'on en tire? C'est difficile. Je vais rester. C'est souvent les valeurs humaines. Mais je vais prendre un exemple d'échec. Avec la crise financière de 2008, j'étais à la direction internationale et j'avais 21 employés. Et j'ai dû, malheureusement, à la demande de la direction générale, devoir me libérer de personnel. Et là, j'ai plus un sentiment d'injustice de devoir licencier une personne pour des raisons qui ne sont que des raisons financières ou d'ajustement, et par le fait qu'elle n'était pas mariée, qu'elle avait que 21 ans et qu'elle était la dernière rentrée. Et ça, ce n'est pas une tâche dans l'ensemble du CV, mais c'est de me dire, il y a une certaine injustice dedans. Aujourd'hui, j'ai plus la fierté de dire j'ai engagé plus de personnes que je n'en ai licenciées, mais voilà. Dans les exemples, alors les exemples du côté positif, c'est ces réussites en équipe. On parlait de cette grosse société sportive. Je ne l'ai pas réussi seul, mais ça a été un coup par rapport à d'autres concurrents qui étaient présents. Mais c'est nous qui avons réussi cette implantation-là. Et je garde un clin d'œil pour une réussite qui a été prise par le cœur. Et encore une fois, grâce à la Chambre de commerce, on a le skipper, le navigateur, l'aventurier Yvan Bourgnon, qui, après avoir fait sa présentation du défi du Sud, qu'il avait fait un jour à la Chambre de commerce, il cherchait des solutions logistiques pour faire son fameux défi du Nord, qui partait de l'Alaska pour aller au Groenland. On a eu la chance de bien échanger ensemble, et je reviens sur des valeurs humaines, et grâce à la société Jeffco à ce moment-là, de mettre en place toute la logistique pour emmener son bateau, on va dire, de France, de l'emmener jusqu'en Alaska, et de le suivre dans l'ensemble du projet jusqu'à destination. Et la petite aventure qui devait être allez, on va arrondir sur un mois, s'est transformée en 2 mois et demi. Et donc là, ça rapproche les hommes, ça rapproche les équipes, parce qu'au quotidien, on venait prendre de ses nouvelles. On savait qu'il allait être limité en vivres, on savait qu'il allait être limité par les glaces et autres, mais on a gagné tous ensemble. Ça, c'est un grand succès, parce que déjà, il faut avoir le contrat. Oui. Il faut donner confiance à la personne, et puis après, voilà, comme tu dis, il faut le suivre dans le temps. Ça a été épique, effectivement. Et puis, je salue Yvan, qui vient régulièrement également à la Chambre de commerce, qui vient régulièrement sur Suisse, d'avoir été effectivement, d'être l'homme qu'il est, d'être aujourd'hui cet aventurier qui veut sauver les mers grâce à son sea cleaner de tous ces déchets plastiques. Mais du coup, tu es plutôt quelqu'un qui regarde en arrière. Bon, c'est moi qui ai posé la question, hein. mais ou plutôt quelqu'un qui fonce, qui va vers l'avant. Non, je pense qu'on a. Il faut prendre des deux. Alors, je suis dans la persévérance et je pense que c'est tout le temps vers devant. Pas trop de regrets, mais en fin de compte, de profiter de l'expérience d'avant. Le fait du passé, mais que ça soit pas forcément le mien, que ça soit tout celui de l'histoire, font qu'on se retrouve à avoir des moments de se dire, si ça a été fait comme ça dans ces années-là et que ça a marché,
pourquoi aujourd'hui ça ne devrait pas le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, un petit message, un petit conseil pour des jeunes qui veulent se lancer avec les données qu'il y a actuellement. Quelles possibilités tu peux voir pour eux? Quels conseils, je sais pas, voilà, de mental? Ouais, alors là, je vais rester peut-être dans cette idée un peu de la situation actuelle. Alors effectivement, en plus, on a une météo ce jour-là qui nous aide pas. C'est-à-dire d'arrêter de croire au bashing, quoi, de se dire rien ne va, tout est catastrophique, j'y arriverai pas, etc. C'est plutôt l'effet inverse. C'est là que ça devient motivant. Si tout était aussi facile que ça et si tout le monde devait faire le même métier ou avec les mêmes facilités, il n'y aurait pas de challenge, il n'y aurait pas d'envie, on serait comme certaines séries le présentent sur Netflix. Je dirais plus que aujourd'hui, l'éveil à la culture et l'éveil à l'envie donnent les clés de demain. Quand on voit les startups qui démarrent, quand on voit les gens qui ont envie de sortir de chez eux, aller à l'autre bout du monde pour apprendre, pour connaître. Et puis, je reste sur... On parlait de passé, mais je me dis, un gars qui a traversé la frontière, qui savait dire 3 mots en allemand et qui s'est retrouvé à la direction de la Suisse alémanique, etc., dans différentes sociétés, c'est que si moi, j'ai pu y arriver, aujourd'hui, nos jeunes auxquels on y croit ont largement ce pouvoir-là. Régis pourrait aussi être coach en entreprise. Je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi. Merci Jenny. Merci à toi pour tous ces partages. Mais on est heureux de découvrir le groupe Péliché et puis à travers ta voix. Merci à tout le monde. Et puis je dis au plaisir de vous lire, de vous entendre et de vous rencontrer. Voilà, on te contacte facilement. Très aisément. Mes coordonnées seront bien sûr sur le podcast. Comme a dit Jenny au départ, effectivement, je suis un acteur assez présent sur LinkedIn, très présent et très mobile. Et puis, nos amis, nos partenaires de la Chambre de commerce me voient assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas, que ce soit pour du conseil, que ce soit pour du réseau ou que ce soit simplement pour une vraie solution de déménagement, de transfert de bureau, de site industriel ou d'archivage. C'est dit. Merci beaucoup. Merci aussi d'être venu jusqu'à Zurich. Merci Jenny, merci. Merci à vous, chers auditeurs, de vos écoutes, de votre bienveillance. J'espère que le parcours de Régis vous inspirera et que les services proposés par sa société pourront rendre service justement à plus d'un. L'expatriation est un sujet phare du podcast et il est bon de savoir que des partenaires peuvent faciliter des démarches, qu'une société suisse a l'habitude de travailler à l'international. N'hésitez pas à partager l'épisode, à liker, parler de Franzine autour de vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.